Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Mathilde Malin et je vais vous présenter le sujet de thèse que j'effectue à l'Université de la Polynésie française sous la direction du docteur Emana O et en codirection avec le professeur Nicole De Vogue qui est elle, basée aux Pays-Bas. Le projet fait l'objet d'un contrat de projet État-pays et réunit différentes institutions comme la direction des ressources marines et l'Institut de recherche pour le développement. Donc pour ceux qui étaient là à ma thèse en 180 secondes, j'ai un peu plus de temps cette fois-ci pour vous en parler. Alors tout d'abord, donc le projet REDAM, je vais vous expliquer un petit peu le projet dans lequel ma thèse s'inscrit, ensuite la méthodologie que j'ai appliquée, les résultats que j'ai pu obtenir et les perspectives de cette étude. Donc tout d'abord, le projet REDAM, en fait, il naît d'un désir d'inventaire des éponges marines de Polynésie française. L'IRD a mené plusieurs campagnes dans ce but, dont la dernière en 2018, à laquelle j'ai eu la chance de participer dans la première année de ma thèse. Et 2 éponges ont été particulièrement retrouvées en abondance sur les pentes externes des atolls des Tuamotu, et notamment celle qui m'intéresse aujourd'hui, Dactylospongia metachromia. Alors pourquoi ? Parce que les éponges sont connues depuis longtemps pour être très prolifiques en termes de métabolites secondaires d'intérêt, qui sont des molécules qu'elles produisent à des fins diverses et qui, pour nous, nous intéressent parce qu'elles ont différentes applications. Donc ici, je vous ai représenté les 2 molécules qui sont majoritaires dans Dactylospongia metachromia, donc l'ilimaquinone et son épimère 5-épi-ilimaquinone. Vous avez les structures moléculaires et ces 2 molécules font l'objet de recherche depuis un certain nombre d'années pour de la valorisation chimique. Oui, parce que j'en parlais juste avant, elles offrent de multiples activités, donc avec notamment des applications dans l'industrie pharmacologique et la cosmétologie avec la découverte de colorants bleus qui sont assez rares dans le domaine des substances naturelles. Différentes des applications pour la santé avec des propriétés anti-inflammatoires, antimitotiques et aujourd'hui, un focus de la recherche sur des alternatives à la récupération directe des spécimens dans leur milieu naturel pour produire ces molécules synthétiquement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en termes de rendement et d'études coût-bénéfice, c'est toujours plus rentable de partir de l'éponge en tant qu'organisme et ce qu'elle contient directement. D'où le développement d'une aquaculture envisagée in situ, donc directement dans le milieu où poussent les colonies d'éponges marines. Donc pour arriver à cela, eh bien, une étude bibliographique assez approfondie qui m'a permis de développer des structures dont je reparlerai juste un petit peu après. Et je vais vous parler des 3 grands volets auxquels j'essaye de répondre. Tout d'abord, apporter des connaissances sur l'organisme et son biotope. Parce que si l'éponge est sous le feu des projecteurs en termes de valorisation chimique, pour l'écologie, ce n'est pas le cas. Donc on en connaît finalement assez peu sur cette espèce. Également instaurer un système d'aquaculture qui soit durable et pérenne dans le temps. Et enfin, corréler les paramètres de croissance et de survie que j'aurai suite à l'étude d'aquaculture avec des paramètres environnementaux que je récupère à chaque fois également et mettre en relief tout ça vis-à-vis de la production des métabolites dont je parlais juste avant. Tout ce travail fait l'objet d'un suivi trimestriel que je mène sur l'atoll pilote de Rangiroa au Tuamotu qui a été choisi pour l'étude et que je fais en plongée sous-marine parce que j'y reviendrai après, mais les structures sont immergées à peu près une vingtaine de mètres de profondeur. Donc ici, vous avez les 4 sites qui sont représentés par des petites étoiles orange, 2 sites situés sur la barrière externe, donc là où les éponges poussent naturellement, et 2 sites en milieu lagonaire, sur l'atoll de Rangiroa, près des passes d'Avatoro et de Tiputa. Au total, 9 missions effectuées. Je suis revenue de la dernière le week-end dernier, donc j'arrive juste. Et un suivi sur un petit peu plus de 2 ans. Alors, je ne pars pas seule quand je suis en mission. J'ai tout un tas de capteurs et de matériel avec moi pour mesurer justement les paramètres environnementaux dont je parlais juste avant, qui sont notamment le courant, la température, aussi des capteurs de lumière et puis une sonde qui me permet d'avoir tout un tas d'autres paramètres comme la salinité, la turbidité, l'oxygène dissous, etc. Également des échantillonnages d'eau à différentes profondeurs, à proximité immédiate de mes sites, pour caractériser cette fois-ci la disponibilité en nourriture. Les éponges marines sont des filtreurs, donc elles utilisent les particules planctoniques qui sont directement à proximité pour se nourrir. Et du coup, l'échantillonnage me permet d'avoir des informations sur les sels nutritifs, la chlorophylle, le plancton, les bactéries.
En termes de résultats, donc je vais reprendre les 3 gros volets que je viens de vous détailler. Donc, pour l'aquaculture, alors un design qui a été réfléchi et qui a abouti à la construction de tables de culture horizontales, donc immergées à une vingtaine de mètres de profondeur, comme je le disais, 3 tables par site pour servir de triplica, et des éponges que je découpe et que j'installe directement sur ces tables, parce que les éponges ont une capacité de régénération assez formidable. Donc du coup, quand vous coupez une éponge en 2, vous avez 2 éponges. Alors après 3 ans bientôt de suivi, enfin en tout cas plus de 2 ans d'immersion des structures, on constate déjà qu'il y a une très bonne tenue des matériaux à la corrosion marine, un entretien qui est très succinct, et puis une facilité de déploiement et de désinstallation, comme j'ai pu procéder là la semaine dernière au démontage des structures. Cependant, bon, on ne va pas se cacher que c'est du fer à béton, c'est du nylon, donc je rejoins un peu mes collègues qui font des études sur les microplastiques et puis les autres matériaux polluants des lagons de Polynésie. Il serait quand même judicieux de trouver des composés alternatifs et surtout biodégradables pour la perspective d'amélioration de ces types de structures. En termes de croissance, donc maintenant je vous ai présenté 2 graphiques. Alors, bon, le pointeur n'est pas là. Un comparatif entre un site extérieur et un site lagonaire. Donc site extérieur au-dessus et site lagonaire en dessous. En abscisse, vous avez les différentes missions, donc les différentes fois où je me suis rendue sur l'atoll. Et en ordonnée, vous avez les accroissements par rapport au volume initial des explants que je mets sur la table. Donc des petits bouts d'éponge que je mets sur la table et qui grandissent. Donc, on voit visuellement que le site extérieur connaît une progression de la moyenne que vous avez en très plein noir jusqu'à la saison fraîche, donc à peu près juin 2020, et puis ensuite une évolution en dents de scie qui laisserait envisager une potentielle saisonnalité, avec un déclin en tout cas les derniers mois, donc potentiellement lié à un phénomène un peu plus macro-échelle. Vous avez les amplitudes, les maxima, les maxima en vert et les minima en rouge, qui également se resserrent en période de saison fraîche et puis semblent un peu plus ample en dehors. Pour le site lagonaire, donc on voit une difficulté d'adaptation des explants les premiers mois parce qu'on a plutôt une régression et ensuite une amélioration là aussi à peu près aux alentours de juin avec un maxima cette fois-ci à 50% alors qu'il était de 75% pour le milieu récifal et puis un déclin progressif aussi ces derniers mois à partir de septembre 2020. Au niveau morphologique, ça se traduit par au niveau de la pente externe des explants qui sont bien recicatrisés, la reformation du système de filtration. Donc vous voyez des petits trous, ce sont les oscules, les pores exhalants de l'éponge, alors qu'à l'intérieur du lagon, eh bien, même si on constate une légère cicatrisation et une légère augmentation d'un côté, le côté opposé reste encore bien décharné et peine à se régénérer. Au niveau des paramètres écologiques, donc je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord le courant, donc vous avez ici des roses de courant avec en dessous les échelles en mètres par seconde pour la vitesse et puis les axes nord-sud, est-ouest pour la direction. Donc on voit qu'en termes de comparatif toujours extérieur versus lagon, on est sur du simple au double en termes de vitesse. Au niveau lagonaire, on arrive sur des flux de à peu près 15 cm par seconde, alors qu'on est plutôt sur du 30 cm par seconde pour la barrière externe. Si je vous resitue la position des capteurs par rapport à la morphologie soit du trait de côte, soit du fond corallien, on voit qu'au niveau directionnel, eh bien sûr, sur la barrière externe, ça suit les flux rentrants et sortants des passes, donc la passe de Tiputa se trouvant juste un peu en dessous de la photographie. Et pour le lagon, également, la passe se situant du côté nord-est, avec un flux sortant qui est largement majoritaire par rapport au rentrant. Donc ce différentiel est très intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a des différences marquantes entre les deux types d'habitats. Maintenant, un autre paramètre, la température. Donc ici, vous avez toujours pareil les comparatifs extérieur versus lagon, extérieur en bleu, lagon en rouge. Vous avez les différents mois en abscisse avec les 3 années de suivi et puis les valeurs en ordonnée. Alors pour que ce soit un petit peu plus visuel en termes de saisonnalité, on voit que la saison chaude, on a à peu près des valeurs comprises entre 28,5 et j'ai des maxima à plus de 30 degrés. Et pour la saison fraîche, plutôt 27,5, 28,5. Donc là, on voit que les évolutions sont quand même assez homogènes pour les deux types d'habitats.
Je me suis intéressée à la variation au pas de temps en fait, qu'on aurait en moyenne sur une année. Donc il est d'environ 0,5 degrés, c'est-à-dire que, pardon, pas de temps, pas de température. Il est en moyenne 0,5 degrés, c'est-à-dire si je résume, le lagon est un peu plus chaud que l'extérieur, d'environ un demi-degré quand on lisse sur une année globale. Donc c'est relativement faible, mais maintenant est-ce que les éponges y seraient sensibles? Eh bien, quand on voit les oscillations sur la barrière extérieure qui parfois même journalièrement peuvent atteindre le degré, hein, vous voyez que en bleu c'est beaucoup plus assuré que l'évolution de la courbe rouge qui elle est beaucoup plus lisse. Eh bien, on peut hypothétiser le fait que les éponges sont quand même relativement tolérantes aux variations brutales de température qui sont notamment dues au OA, à l'eau chaude emprisonnée dans les OA qui se déverse ensuite sur le récif extérieur et la remontée d'eau froide le long des pentes coralliennes. Enfin, pour la chimie, donc je ramène les éponges congelées de Rangiroa, je les découpe, je les lyophilise et ensuite j'obtiens des extraits par solubilisation dans différents solvants organiques et dans lesquels je peux vérifier la présence de mes métabolites secondaires. Donc tout d'abord un contrôle par chromatographie sur couche mince, ensuite un ratio parce qu'en fait les deux molécules sont intéressantes au niveau des propriétés qu'elles contiennent et souvent elles sont associées. Donc en fait on s'intéresse à la proportion de l'une par rapport à l'autre, donc ça c'est avec la résonance magnétique nucléaire au proton, et la chromatographie liquide haute performance pour un aspect quantitatif, donc qui nous intéresse bien sûr pour avoir au final combien de micro ou nanogrammes de molécules on aurait par gramme d'éponge sèche par exemple. Donc ici, c'est un chromatogramme obtenu par HPLC. Donc les mêmes petits extraits qui étaient présentés sur la diapositive précédente, je les injecte dans la machine. Et là, je peux obtenir des chromatogrammes avec les temps de rétention de mes molécules. Donc comme on possède ici à l'université les standards de l'ilimaquinone et de son épimère, on voit que les temps de rétention pour l'ilimaquinone, le temps de rétention est de 7 minutes 33. Et quand on passe un extrait, bon, il y a des petites impuretés qui sont liées à d'autres molécules, mais on voit que en grande majorité, le pic majoritaire est bien l'ilimaquinone et qu'il sort également à 7 minutes 33. Donc ça, c'est vérifié. Donc maintenant, ce qui me reste à faire avec les dernières données que je viens de collecter et qu'il faut que j'implémente dans ma base de données, c'est de relier les paramètres de croissance de survie, donc les performances de culture, à la production des métabolites secondaires et à l'ensemble des paramètres environnementaux que je mesure à chaque fois. Voilà, autant pour les milieux lagonaires que les milieux extérieurs, afin de savoir si une aquaculture serait pertinente dans l'un ou l'autre, voire les deux, de ces habitats. Enfin, je vais conclure avec les perspectives de cette étude. Alors, il faut savoir que l'ilimaquinone, elle est déjà commercialisée. Elle atteint des prix très élevés. Les 100 microgrammes coûtent plus de 100, voire entre 100 et 200 $ si vous voulez les acheter. J'aime bien revenir au gramme, ça fait plus d'1 million de $ le gramme. Donc on se rend compte qu'on a quand même des petits trésors sous-marins. Et également, ce qui est intéressant, c'est que alors, dans le domaine des substances naturelles marines, les rendements que l'on obtient sont très intéressants. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à plus de 2% de molécules par gramme de poids sec d'éponges séchées. Ce qui est assez énorme. Vous voyez par exemple à d'autres composés comme la sménospongiarine qui n'atteint même pas les 0,03% ou l'autre sménospongine à 0,05. Et donc dernière diapo, pour les perspectives également pour la Polynésie, eh bien, si jamais cette étude se révèle concluante, si jamais mes résultats parlent et nous parlent bien, j'allais dire, il serait concevable d'envisager l'étude de mise en place d'une nouvelle filière aquacole qui viendrait diversifier les activités existantes. Donc on pense à perliculture, pisciculture, crevetticulture, avec notamment une exportation de produits à haute valeur ajoutée, j'en parlais juste avant, et puis un transfert technologique, parce que l'objectif étant de réaliser en tout cas une bonne partie de l'extraction ici en Polynésie française. Et donc ça s'accompagne bien entendu d'un dynamisme territorial, d'échanges internationaux, et puis surtout de la formation d'un personnel dédié, donc d'employabilité. Merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions.
Merci beaucoup Mathilde pour cet exposé très intéressant qui nous a fait plonger dans le monde des éponges. Et donc, avant de passer à d'autres sujets et de passer l'éponge, je demande à ceux qui ont des questions. Bonjour, Yannick Chancerelle du CRIOB. Alors, moi j'ai une question, c'est sur le choix des deux sites d'études. Donc, on en comprend qu'il y a pente externe d'un côté et lagon de l'autre. Donc on connaît assez bien l'homogénéité paysagère et environnementale des pentes externes et la grande diversité, au contraire, au niveau environnemental des sites lagonaires. Donc on s'interroge, enfin je m'interroge sur le choix d'un seul site lagonaire et l'adéquation sur le choix de ce site avec les possibilités de production dans le futur, s'il y en avait. Voilà. Alors, en fait, il y a deux sites lagonaires. Je vais voir si je peux revenir un peu vite sur la diapo. Il y a deux sites sur la barrière extérieure et deux sites en milieu lagonaire. Alors, donc c'est une question très intéressante, hein, merci beaucoup. En fait, l'objectif d'avoir choisi des sites aussi à l'intérieur du lagon, c'est que vous imaginez bien que déployer une aquaculture sur la barrière extérieure, c'est quand même pas très facile d'un point de vue logistique, avec tous les paramètres environnementaux, courants, houle, etc., possibilité d'ancrage du bateau. Donc on a voulu s'interroger sur est-ce que finalement les éponges pouvaient être acclimatées au milieu lagonaire, qui est très différent, effectivement. Aussi, ce qui nous a conforté dans ce choix, c'est que si aucune Dactylospongia metachromia n'a été trouvée comme poussant naturellement à l'intérieur du lagon de Rangiroa. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des atolls des Tuamotu. Araroya, par exemple, elle a été trouvée en abondance à l'intérieur du lagon. Donc, il y a des exemples qui nous font penser que c'est potentiellement envisageable. Par contre, Anguille, c'est un lagon qui est absolument immense, donc bien sûr, on n'a pas pu prospecter l'intégralité de l'atoll, mais en tout cas, aux abords des passes qui offrent le plus de courantologie possible pour ces espèces qui utilisent énormément le courant à des fins d'alimentation et de survie, eh bien, on a voulu se mettre aux abords des passes. Donc, à la base, moi, ce que j'avais envisagé, c'était un site au niveau de la passe d'Avataru et un site au niveau de la passe de Tiputa. Ça aurait été plus suivre une logique pour caractériser les environnements aux abords des deux passes. Cependant, au niveau du site de Tiputa, je ne sais pas si certains connaissent Rangiroa, mais il y a un motu juste en face qui s'appelle l'Aquarium, et en fait qui a énormément de prestataires de plongée, de snorkeling, etc., qui s'y rendent tous les jours, et donc c'était pas du tout favorable pour l'installation de telles structures, parce que déjà qu'on a eu du vandalisme sur la barrière extérieure à des profondeurs quand même assez importantes. Là, ça aurait été prendre du risque, en plus des pêcheurs à la palangue, etc. etc. Donc, ça a été concerté avec la direction des ressources marines et j'ai dû me rabattre sur deux sites face à la passe d'Avataru. Voilà. Bonjour Mathilde. Donc, tu n'as pas fait le lien encore avec la chlorophylle, par, etc. Alors, c'est ce que tu as. J'ai tous les paramètres que j'ai pu caractériser extérieur lagon sans inclure les dernières données de la mission dont je reviens. Et non, après là, il me reste 8 mois pour vraiment les statistiques. Voilà. Parce qu'en fait, la partie HPLC, on est en train de la mettre en place, là, toujours. On a eu des petits soucis au niveau de la machine, donc ça a pris un petit peu de retard. Mais là, j'ai déjà pu passer certains sites. Je suis en attente des données d'autres sites. Donc pour l'instant, je peux pas mettre en parallèle. Donc tu t'es intéressé à l'écologie plutôt de l'éponge, mais aussi pas du tout donc à la physiologie. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer, tu parlais tout à l'heure d'un taux de régénération qui était important. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça en fait? Par rapport au taux de régénération, ouais. Qu'est-ce qui facilite finalement la pousse ou pas la pousse de ton éponge? En fait, alors, au niveau vraiment biologique, les éponges, c'est des amas cellulaires. Elles n'ont pas d'organes, en fait, à proprement parler. Et en fait, elles ont des cellules totipotentes, c'est-à-dire ce sont des cellules des batchs cellulaires qui, selon la nécessité de l'organisme, en fait, vont se spécialiser. Et en fait, il y en a certaines
qui sont spécialisés dans la régénération de l'espèce. Alors c'est une scléroprotéine qui fait partie de la famille du collagène. Donc du coup c'est pour ça que les éponges en fait elles sont souvent recouvertes de mucus quand on les touche. Et en fait, c'est les mêmes propriétés que le collagène, c'est-à-dire que c'est très facilement renouvelable. Et également, alors j'en ai pas parlé parce que en tout cas pour cette éponge-là, c'est pas clair du tout. Il n'y a pas de bibliographie associée. Mais la majorité des molécules d'intérêt qu'on extrait servent pour de la défense en fait face aux prédateurs. Donc en fait, les éponges sont elles-mêmes actrices de leur cicatrisation par les métabolites qu'elles produisent et qu'elles exècrent. Afin justement d'éloigner les biofouleurs et les organismes qui pourraient justement freiner cette régénération. Donc l'ilimaquinone et l'épimère pourraient être aussi des molécules de défense. Ça a été montré pour d'autres espèces. Celle-ci, encore une fois, il n'y a rien du tout. Donc ce serait aussi envisagé dans les perspectives d'évolution de l'étude, faire des tests sur des pathogènes marins, par exemple les vibrios ou autres. Et dernière question, pour les sels NUT, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, j'ai nitrate, phosphate, silicate. Voilà. Et c'est fait par le laboratoire Lama à Nouméa. J'envoie et puis je récupère après. Bon, pour finir avec Mathilde, j'aurais juste une toute petite question. C'est pas bon. Donc, pour ces composés ilimaquinone, à part l'ilimaquinone qui représente que 2%, mais déjà beaucoup dans l'éponge, qu'est-ce qu'on a comme autres molécules qu'on y retrouve? Et est-ce qu'il y a d'autres applications potentielles pour les autres, éventuellement? Eh ben, c'est une très bonne question. Et là, en fait, je te donnerai la réponse peut-être en privé, parce qu'en fait, j'ai ramené des éponges, des colonies en fait, de la dernière mission, justement pour ça. On va essayer de passer en HPLC là, avec mon directeur Remana bientôt, justement des extraits qui ne sont pas des extraits que j'ai cultivés, donc des extraits d'éponges sauvages, pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'il y a en plus de l'ilimaquinone. Là, moi, ma thèse était vraiment focus ilimaquinone, mais je pense que c'est une bonne ouverture si jamais on arrivait à découvrir quelques autres substances et potentiellement des substances déjà référencées comme ayant des applications très spécifiques. Oui, parce que si on essaie de valoriser 2% de ce qu'il y a dedans, peut-être que les autres choses... mais tout à fait. Et même, j'allais dire, même la part du collagène, en fait, est très intéressante pour le bioengineering, la production des tissus de synthèse. C'est des bons modèles d'études pour tout un panel d'applications autres que la santé humaine aussi. Et au niveau bibliographique, il n'y avait rien de dit sur ces composés-là? Pour l'ilimaquinone? Non, à part l'ilimaquinone, pour Dactylospongia, non. D'accord. Pour Dactylospongia, non. Par contre, il y a beaucoup de références pour des éponges marines avec plein de propriétés qui vont effectivement anti-inflammatoires, antivirales, antibactériens, anticancéreux, beaucoup d'anticancéreux, surtout anticancéreux. D'accord. Bon, merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Donc, la présentation de Mathilde clôt la première session de cette matinée. Et donc, c'est l'heure de la récré. Et vous avez donc 15 minutes de pause avant de reprendre la prochaine session.